et rock'n'roll. Tu te rappelles Little Drac? Bon, alors déjà, j'ai pas compris. C'est Little Drac ou Draculito Monseigneur? C'est les deux. Non, sérieusement, c'est les deux. Autant pour Redwall, les titres Redwall et Rouge Muraille se sont succédés au gré des diffusions, autant pour Draculito, ça a été les deux simultanément dès le début. Le générique indique Little Drac, le premier carton-titre indique Little Drac, et le second carton-titre qu'il y a à chaque épisode indique Draculito Monseigneur. Quant au personnage titre, il est tantôt appelé Little Drac, tantôt Draculito, sans qu'il y ait de véritable logique à ça, et parfois même en dépit du bon sens. Je ne suis pas du tout pressée de grandir entre nous. Je pense que c'est super chouette d'être Draculito. L'appellation Little Drac, Est-ce une fine appellation? ta gueule, est la plus utilisée au début de la série, tandis que Draculito est la plus utilisée à la fin de la série. Donc utilise le nom que tu préfères. Je préfère très clairement Draculito Monseigneur. Le jeu de mots n'est pas mauvais et ça en jette dans un programme télé. À tel point que même si je me souviens avoir vu des épisodes de la série quand j'étais petit, je me souviens surtout du titre, à plus forte raison parce que je le voyais écrit dans le programme télé. Le fait que la série ait deux titres n'est pas anodin. L'un, Draculito Monseigneur, correspond à un concept de base et l'autre, Little Drac, correspond à une ambition. Celle d'exporter cette série franco-allemande outre-Atlantique sous le titre Little Dracula. Deux titres correspondant à deux facettes de la série qui sont issus de ces deux aspects de sa création. Mais on y reviendra plus tard. Oui, car ce serait bien de commencer par la résumer cette série. Elle raconte le quotidien de Draculito, ou Little Drac, le fils de Dracula qui vit en Transylvanie avec son père qui attaque les villageois, sa mère qui fait de la télé, sa grand-mère qui part en morceaux, sa sœur cadette Millicent qui sort de partout, les serviteurs de son père, Igor et sa victime, ainsi qu'un majordome squelette qui apparaît dans un épisode plus tardif, son dîner et sa main. Sa main, Oui, il a une main. c'est le cas de beaucoup de monde. Oui, mais cette main est sa meilleure amie jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres gens. C'est aussi le cas de beaucoup de monde. Laisse tomber. Vous aurez compris qu'il s'agit d'une main coupée, comme dans la famille Adams. Sauf que celle-ci flotte dans les airs et a un nom. Andy. C'est pas vraiment un personnage et elle sert pas très souvent. Bref, Draculito vit une vie ordinaire de jeune monstre, il va à l'école des monstres avec son ami Lapin-Garou, il combat les ennemis de son père avec sa voiture volante, son communicateur et son sceptre à ouvrir les portes, et puis quand il veut sortir pendant la journée, Tu crois pas que ça fait beaucoup d'informations d'un coup et dans le désordre? Faudrait peut-être hiérarchiser un peu tout ça. hiérarchisé. Ouais, d'accord, mais par où commencer? Peut-être que ça vaut le coup de dire dès maintenant comment fonctionne la série. On l'a dit, elle a deux facettes. Ou plutôt... Bon, je ne surprends personne en disant qu'il s'agit d'une série humoristique, n'est-ce pas? Donc par elle a deux facettes, nous voulons dire qu'elle fonctionne sur deux ressorts humoristiques qui structurent toute la série, conditionnent les scénarios et alimentent la caractérisation des personnages. Le premier ressort humoristique est que la série joue énormément sur le contraste entre les choses délirantes qui se passent à l'écran et l'indifférence totale des personnages à ces choses qui sont leur lot quotidien. Que ce soit des événements décisifs pour l'intrigue ou de simples gags visuels d'arrière-plan, et il y en a beaucoup, des tas de phénomènes démentiels et bizarroïdes se produisent continuellement et les personnages n'y réagissent absolument pas, continuant ce qu'ils étaient en train de faire comme si de rien n'était, et quand ils y réagissent comme à quelque chose d'ordinaire. En tout cas, de pas spécialement scandaleux. Le deuxième ressort humoristique, ce sont les références très abondantes à la culture populaire américaine. Un peu façon DreamWorks, mais de manière encore plus décomplexée et avant l'heure puisque la série date de 1991. Tout y passe, des films populaires du moment aux célébrités du moment, en passant par les codes et clichés bien connus des Américains. Donc, vous comprenez le rapport que nous établissons entre les titres, les facettes et les ambitions. D'un côté, on a la partie Draculito Monseigneur, c'est-à-dire le concept de base déjanté qui donne lieu au premier ressort humoristique basé sur le contraste entre ce qui se produit devant nos yeux et la manière dont les personnages y réagissent. Et de l'autre, on a la partie Little Drac, constituée de l'ensemble des références à la pop culture destinée à exporter la série. Bon, en pratique, dans la série, la partie Little Drac prend progressivement le pas sur la partie Draculito Monseigneur qui domine au début, alors que le nom Draculito prend progressivement le pas sur le nom Little Drac. Donc cette association nom état d'esprit, c'est nous qui la faisons. Mais elle nous paraît commode et parlante, alors on va continuer de l'utiliser pour le reste de la vidéo. Ceci étant dit, reprenons le résumé de la série. Le premier épisode présente la situation de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en racontant comment elle s'est mise en place. Ce premier épisode commence sur Dracula rentrant chez lui après une nuit parce... Oui, les deux têtes de cet oiseau se disputent au sujet de leur dîner. C'est pas important. Donc, Dracula rentre du travail pour... Il y a des zombies danseurs et le chien en t-shirt déterre un squelette. Bon, laisse-moi faire. Si tu t'arrêtes à ces détails, on y est jusqu'à demain. Donc, Dracula rentre chez lui pour l'anniversaire de son fils Little Drac, ou Draculito, qu'il avait oublié. Celui-ci, à l'insu de son père, occupe le temps qu'il devrait consacrer à s'entraîner au vol à bricoler une voiture volante pour compenser les difficultés qu'il a à voler par ses propres moyens parce qu'il ne s'entraîne pas assez. Pour son anniversaire, il reçoit un certain nombre de cadeaux et de friandises. Si le mec au fond secoue le mec violet, c'est parce que celui-ci a bu son œil dans une scène précédente et la grand-mère perd ses bras. Ben quoi?
Bon bref, c'est l'anniversaire de Little Drac. Pour l'événement, Igor... L'homme à tout faire des Dracula, celui dont le mec violet a bu l'œil dans la scène précédente. Oui bon, le mec de tout à l'heure offre à Little Drac un chapeau lui permettant de sortir en plein jour, et Monsieur Dracula Père en profite pour révéler à son fils à quoi il occupe ses nuits. Chaque nuit, lorsque le soleil se couche, je vole jusqu'au village et j'abuse de l'innocence des villageois. Oh non! Alors tu es un avocat? Il l'informe de son héritage. Le fils questionne l'éthique des vampires. Mais papa, est-ce que les villageois aiment que tu les mordes? Ah, s'il n'aimait pas, il déménagerait, tu ne crois pas? Ben quoi? Je suppose que l'argument est valide. Draculito ayant accepté de devenir un vrai vampire, son père lui fait passer une épreuve qui consiste à écouter un poème nul et à trouver son chemin dans un dédale de couloir avec... Ben quoi? Un dédale de couloir avec un tas de trucs pour obtenir des objets dans un distributeur. Il obtient un sceptre lui permettant d'ouvrir des portes dans n'importe quelle surface ou d'ouvrir des portes fermées en disant rayon. Plus tard, on découvrira que ce sceptre permet également de fermer des portes en disant yonré. Ces rayons en verlan. Ben quoi? Ainsi qu'une amulette radio permettant de communiquer avec les esprits. Enfin, en réalité, avec tout le monde du moment que la standardiste est disponible. Dracula est un peu dépité car lui n'a eu qu'une cape et une glacière quand il a passé l'épreuve, ce qui est nettement moins bien. Bref, dernière épreuve. Little Drac doit voler et comme on le disait, il n'excelle pas dans cette discipline. Il propose l'alternative, la Dragster, la voiture qu'il bricolait. Il arrive à faire accepter ça à son père en dépit de la tradition. Fin de l'épisode? Non, on n'a pas évoqué l'arc des méchants. Tout au long de l'épisode, deux sinistres individus, l'Asticot et Sans Yeux, appelés comme ça parce qu'il n'a pas d'yeux, se sont affairés autour du château de Dracula à exécuter un rituel aussi mystérieux que ridicule pour ressusciter l'ennemi juré de Dracula. Après tous ces siècles, je suis revenu et je suis méchant. Ben quoi? Goose Die, appelé comme ça parce que, a réellement pour but de tuer Dracula, et accessoirement sa famille. Accessoirement, sa cible c'est Dracula. C'est le père que je veux. Lui, Sans Yeux et l'Asticot sont les méchants récurrents de la série. Mais dans cet épisode, comme dans d'autres mais pas dans tous, il est promptement écrabouillé par un Little Drac totalement inconscient du danger et sa Dragster. C'est pas bien grave, les deux autres n'auront qu'à le ressusciter. Fin de l'épisode? Fin de l'épisode. Vous avez pu le voir, cet épisode était parsemé d'une multitude de gags verbaux ou visuels, dont on n'a montré qu'une petite partie. Essentiellement des gags de type Draculito Monseigneur caractéristiques du début de la série, mais aussi quelques gags de type Little Drac, qui préfigurent les répliques satiriques et les références culturelles plus appuyées des épisodes suivants. Dans tous les cas, cet épisode introduit la majeure partie des éléments récurrents de la série, ainsi que sa base scénaristique qui est la suivante. Little Drac vit sa vie quotidienne de monstre faite de situations plus ou moins absurdes, et plus ou moins dangereuses selon les épisodes, et déjoue quotidiennement les plans de Goose Day et de sa clique de façon plus ou moins consciente et volontaire, à l'aide des accessoires présentés dans l'épisode 1. On l'a dit, ce qui caractérise d'abord et avant tout la série, c'est l'apathie des personnages face aux situations auxquelles ils sont confrontés. Cette apathie transparaît non seulement dans les actions des personnages, ils ne tiennent absolument aucun compte des choses invraisemblables qui sont en train de se produire autour d'eux, mais aussi dans le doublage qui est lui aussi, volontairement ou non, très nonchalant. Je trouve que ce jeu de porte, c'est vraiment super nul. Au-delà de cette description très générale, est-ce que les détails des intrigues des autres épisodes ont une quelconque importance? Oui et non. Comme c'est souvent le cas pour les séries humoristiques de cette époque, les épisodes sont très largement indépendants les uns des autres. Et la seule chose vraiment utile à connaître quand on regarde un épisode, c'est le nom et le rôle des personnages, ainsi éventuellement que le fonctionnement de la Dragster, du sceptre magique et de la radio. Mais il y a malgré tout une vague continuité à laquelle la série a un rapport un peu ambivalent. On a constaté que la série ne débutait pas in media res comme l'Histoire sans fin ou Code Lyoko, mais nous racontait comment Little Drac a débuté ses, disons, aventures à défaut d'un meilleur mot. De la même façon, quand il va à l'école dans l'épisode 2, c'est bien la première fois de sa vie qu'il y va. Oui, à l'âge de 12 000 ans si on en croit un épisode tardif. Le fait que ces aspects qui deviennent récurrents soient introduits de cette façon donne l'impression que l'intrigue progresse. En outre, les aptitudes de Little Drac se diversifient tout au long de la série. Par exemple, dans la deuxième moitié de la série, on se rend peu à peu compte que, désormais, il sait voler. Enfin, certains gags récurrents ne sont drôles que si le spectateur a vu les épisodes à peu près dans l'ordre. Par contre, cette continuité qui est réelle est une continuité dans les grandes lignes, qui s'autorise certaines libertés avec les détails quand une contrainte spécifique de l'épisode l'impose. Par exemple, dans l'épisode 22, on nous dit ceci. Mon serviteur fou Igor a inventé cette crème anti-solaire dans le 3e épisode. Bon, c'est vrai qu'Igor a inventé quelque chose pour protéger les vampires de la lumière du soleil. C'est vrai que cette invention a servi pour la première fois dans l'épisode 3, malgré le fait qu'Igor l'offrait à Little Drac à son anniversaire dans l'épisode 1. Mais c'était pas une crème, c'était un chapeau.
J'imagine que c'est parce que ça aurait été embêtant que les personnages portent un chapeau pendant tout l'épisode. En tout cas, c'est très bizarre de s'être souvenu dans quel épisode c'était, mais pas ce que c'était. Le but était sans doute juste de faire un gag sans trop se prendre la tête. C'est un peu la philosophie de la série, essayer d'être drôle sans trop se prendre la tête. L'indifférence générale des personnages à ce qui est en train de leur arriver fait que les scénarios ont relativement peu d'enjeux, ce qui permet un enchaînement rapide des gags, l'attention dramatique cédant le plus souvent sa place à l'humour. Ainsi, les dialogues servent souvent plus de prétexte à faire un bon mot qu'à quoi que ce soit d'autre. Oh, que je suis pauvre. Je dois vendre ma vache pour m'acheter à manger. Je suppose que nous sommes végétariens. Et du coup, des bons mots, il y en a beaucoup. Mais surtout, il y a les gags récurrents qui font rire la première fois parce qu'ils sont drôles et bien placés, et qui continuent de faire rire ensuite par accoutumance. Pour autant, ce sont des gags très simples, citons-en quelques-uns. Il y a quelques gags visuels, comme le dîner préparé par la grand-mère de Draculito qui essaye toujours de manger les autres personnages, la grand-mère elle-même qui part toujours en morceaux, Igor qui perd son œil ou la petite sœur qui peut sortir de toutes les ouvertures qui apparaissent à l'écran. Pour la petite sœur, il y a même un épisode qui est centré sur ce phénomène. Ces gags visuels sont d'abord drôles parce qu'ils sont absurdes, pas du tout commentés par les autres personnages et encore moins par la petite sœur Millicent qui ne parle pas, et ensuite parce qu'ils ont lieu de manière récurrente sans jamais, ou presque, avoir le moindre rapport avec l'action en cours. Ensuite, il y a quelques gags verbaux. Par exemple, le gag des avocats du premier épisode qu'on a cité tout à l'heure, c'est un gag récurrent. Enfin, le fait de parler des avocats de manière péjorative est un gag récurrent. Il y a beaucoup de gags récurrents verbaux de ce genre, tels que notamment l'aversion des monstres pour tout ce qui est mignon et optimiste, en particulier les bisounours et les schtroumpfs, et leur échelle de valeur inversée façon famille Adams. Mais il y a deux gags verbaux qui se distinguent. L'un par sa fréquence, l'autre par sa bizarrerie. Il y a le gag sur la victime. La victime d'Igor, un genre de zombie violet qui lui sert pour ses expériences et ses séances de torture, est le personnage le plus lucide de la série, ce qui est déjà un gag en soi. On ne lui connaît pas d'autre nom de victime. C'est quand même moins pire que Petit Boy ? Je suis pas vraiment sûre là. En tout cas, son prénom c'est Victime ou la victime selon les épisodes. Ce qui est aussi un gag en soi. Et donc, souvent, il fera une remarque plus ou moins désobligeante sous cap, ou même parfois une remarque tout à fait banale, et puis... Qu'est-ce que tu dis, victime? Moi, rien. Tu dis? Moi, rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, rien. Oui, le gag, c'est juste ça. C'est tout simple, mais ça amuse parce que c'est récurrent. Très récurrent. Et parfois parodié. Je serais content si nous pouvions nous arrêter. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai toujours voulu dire ça. Ensuite, le gag est mis en scène de manière plus élaborée dans un épisode entier qui lui est consacré. Puis, comme un peu tous les gags de la partie Draculito Monseigneur, il devient moins fréquent. Et donc, enfin, il y a le gag bizarre. Il arrive de temps en temps que Dracula et Goose doivent adopter une identité civile. Ça a du sens dans le contexte. Pas beaucoup, mais un peu. Et donc, dans ces cas-là, Dracula prend toujours la même, Mark Teitelbaum. Et Goose est toujours la même également, Paul Newman. À la question que vous vous posez tous, à savoir... Mais c'est qui enfin Mark Teitelbaum? La réponse est... on ne sait pas. Ce nom n'est pas si rare, mais aucune page Wikipédia n'est consacrée à un certain Mark Teitelbaum. On pourrait se dire que c'est le véritable nom de Dracula dans cette continuité au lieu de Vlad l'Empaleur, mais son épouse l'appelle Edward dans un épisode. Non, c'est trop ancien pour être une référence. C'est peut-être juste pour faire parler les cons, c'est ça le gag. Donner un pseudonyme très connu à Goose pour que chacun se demande à quoi fait référence le pseudonyme de Dracula. Toujours est-il que le gag ne s'arrête pas là. Autant Dracula ne se fait appeler Mark Teitelbaum que 2 ou 3 fois, autant Goose utilise plus souvent le pseudonyme de Paul Newman, au point de progressivement s'identifier à lui. Je suis le magnifique légume de la Zélénie, le génie du mal, et beaucoup disent que je ressemble à Paul Newman. Ce gag qui, vous l'aurez compris, est plus Little Drac que Draculito, est néanmoins abandonné au bout d'un moment. La série est courte, 26 épisodes, mais elle prend soin de ne pas trop user ses ressorts comiques. C'est pourquoi aucun gag ne persiste tout au long de la série, à l'exception peut-être du gag de la victime, qui finit quand même par se raréfier. De fait, les épisodes les plus tardifs tournent entièrement sur des gags exclusifs, et sont du coup de qualité plus variable. La raréfaction des gags récurrents n'est pas la seule raison pour laquelle les épisodes tardifs sont de qualité plus variable que les premiers épisodes. Je sais, j'y reviendrai, mais je voudrais d'abord évoquer ce qui est constant dans la série, les personnages. Il y a beaucoup de personnages secondaires récurrents, comme le cocher squelette engagé par les Dracula au cours de la série, qui a été acteur dans sa vie, et qui change tout le temps de costume, l'oiseau à 2 têtes du début, dont une tête est obligée d'aller à l'école parce que l'autre tête n'a pas réussi ses examens, le prof de sport qui est un monstre de Frankenstein à 2 visages, chacun animé par son propre cerveau, l'un paisible et gentil, l'autre méchant et agité. Il est comme le maire de l'étrange Noël de Monsieur Jack, si ce n'est que, chose amusante, parfois on voit son visage inactif derrière sa tête, mais parfois on ne le voit pas. Mais les plus récurrents des personnages secondaires récurrents sont les 2 acolytes de Goose, Sans Yeux qui est un adulte et qui n'a pas d'yeux, et Lastico qui est un enfant, va à l'école avec Little Drac et rapporte à Goose ce que Little Drac s'apprête à faire, et Lapin-Garou, le meilleur ami de Draculito, qu'on rencontre à l'épisode 2, et que Draculito rencontre peut-être lui aussi à l'épisode 2 d'ailleurs. C'est un balourd. Un balourd ? Oh pardon. En français, c'est un balourd.
En anglais, c'est un nerd. Même que Little Drac en déduit qu'il sait jouer des polkas à l'accordéon. How do you know I play the accordion? You are a nerd, are you not? Sérieusement, c'est quoi le problème des Américains avec les polkas à l'accordéon? Notez tout de même une chose, Draculito a un accent d'Europe de l'Est en anglais. C'est un truc très courant, ça, que les personnages aient l'accent de leur nationalité ou de leur pays d'origine en anglais, mais pas en français. On trouve ça dans des séries diverses et variées. Je me demande à quoi c'est dû. Les responsables du doublage français ont peut-être peur que les enfants ne comprennent pas un accent trop prononcé, tandis que les Américains, qui sont habitués à une plus grande variété d'accents sur leur territoire, n'ont pas cette crainte. Mais c'est parfois comme ça aussi dans les doublages des films live. Alors c'est peut-être une histoire de connotation. Un Parisien corrige toujours un Lillois quand il dit 20 et un Toulousain quand il dit rose. En France, on a tendance à penser que parler avec un accent, à plus forte raison un accent étranger, c'est mal savoir parler. Les Américains considèrent peut-être les accents de façon plus positive. Mais on parlait de lapin-garou ou des accents dans les dessins animés? Oui, désolé. D'ailleurs, en parlant de son nom, faut le savoir que c'est un lapin. Ce qui le prive du statut de personnage principal, c'est d'une part qu'il n'apparaît pas dans tous les épisodes, et d'autre part qu'il n'est pas dans tous les épisodes suivant son apparition. Mais il est quand même là la plupart du temps, essentiellement pour donner la réplique à Draculito d'ailleurs. À part son don naturel de nerd pour les polkas à l'accordéon, il n'a pas de compétences caractéristiques. En revanche, la famille Dracula, Igor, Victime et Gouzdai peuvent tous être considérés comme des personnages principaux. Avec eux comme avec tout le reste, la série fait le choix de la simplicité. Qu'ils jouent ou non un rôle prépondérant dans les épisodes, ils se définissent tous par une voire deux caractéristiques qui sont d'abord et avant tout l'occasion de gags récurrents. Par exemple, la mère fait de la télé. C'est tout. Son rôle dans les épisodes va consister à mettre en scène l'aventure du jour de manière à en faire une émission de télé. À qui sont destinées les émissions? Aux humains, aux autres monstres? L'histoire ne le dit pas. Mais du coup, quand l'aventure du jour ne se prête pas à être mise en scène sous forme d'émission de télé, la mère n'y tient quasiment aucun rôle. La grand-mère tient le rôle classique de l'ancêtre réprobatrice et étonnamment badass qui prépare le dîner, et tombe en morceaux. Elle a en général un petit rôle dans les épisodes, mais vu que sa caractéristique est moins précise que celle de la mère, elle peut servir dans une plus grande variété de situations. Notons tout de même qu'elle n'est apparemment pas un vampire à proprement parler, parce qu'elle peut sortir en plein jour sans chapeau. À moins qu'on ne soit déjà passé du chapeau à la crème sans que ce soit dit. Ce qui est notable à son sujet, c'est surtout qu'on ne sait pas si elle est la mère ou la belle-mère de Dracula. Selon les épisodes, elle est tantôt l'un, tantôt l'autre. Elle interagit assez peu avec la mère, et même si le plus souvent elle critique Dracula comme une belle-mère critique son gendre, il lui arrive de se conduire comme une mère avec son fils. Je suppose que le plus logique est d'admettre qu'elle est à la fois la mère et la belle-mère de Dracula. Ben quoi? On a déjà évoqué la petite sœur Millicent qui ne parle pas et sort de partout. Être un gag visuel est vraiment le seul rôle qu'elle ait dans la série. Quant à Little Drac, c'est un héros plutôt générique qui prend tout ce qui lui arrive avec la désinvolture caractéristique de cette série. Il arrive que le scénario soit centré sur ce qu'on pourrait appeler un dilemme ou un conflit personnel, mais même si Draculito tire une morale de son aventure à la fin de l'épisode, les dilemmes et les conflits sont surtout là parce qu'il faut bien qu'il y ait un semblant de scénario pour mettre les gags en scène et les faire s'enchaîner. Little Drac étant le personnage principal, il est tout autant un personnage prétexte que les scénarios sont des scénarios prétextes. En fait, entre tous, c'est Dracula qui se rapproche le plus d'être un vrai personnage. Il partage cette caractéristique avec Igor. Sa addiction snob lui sert surtout à faire de grandes envolées nostalgiques sur sa jeunesse qu'il estime être derrière lui. Oui, alors qu'il est immortel. C'est le problème avec le concept d'un Dracula Junior. À la décharge de la série, cette notion de l'immortel d'âge moyen n'est pas uniquement verbale. Elle est mise en scène de manière visuelle à l'occasion des flashbacks où on constate qu'il paraissait plus jeune autrefois, et aussi par le biais du fait qu'il surveille son poids et porte une ceinture de contention. Mais toujours est-il qu'il est le personnage dont on met le plus en scène les émotions. Et plus d'un scénario est déclenché par une de ses lubies à lui plutôt que par celle de Draculito. Comme tu l'as dit, il partage cette caractéristique d'être un vrai personnage avec Igor. Mais Igor étant un serviteur, ses émotions ont moins d'impact sur l'intrigue et serviront surtout à faire un gag sur lui refusant d'aller à l'école des monstres où il enseigne. À en croire les allusions dans les dialogues, lui et Victime sont des genres de zombies, et sa non-vie éternelle est ce qu'il a gagné en se mettant au service de la famille de Dracula. Il peut intervenir dans les épisodes avec ou sans Victime et réciproquement, mais si Igor est davantage un personnage que Victime, c'est parce que la personnalité de Victime, qui consiste à être raisonnable dans un monde de fous, sert en fin de compte à un seul et unique gag récurrent. Et enfin, sur le méchant, on a déjà tout dit. Il a un design absurde qui rendrait pourtant très bien un jouet, il veut tuer Dracula et accessoirement sa famille, et il s'identifie à Paul Newman. Il a une origin story qui est révélée à l'avant-dernier épisode et il fait faire le sale boulot à ses acolytes que
que je qualifie de personnages secondaires parce qu'ils sont les sbires de Gouzdai, même s'ils apparaissent avant lui dans le premier épisode. Bah, la mère de Draculito, c'est la mère de Draculito, elle se définit par rapport à lui. Oui, mais Draculito est le personnage titre, pas juste l'un des personnages principaux. En plus, la preuve que Sans Yeux est un personnage secondaire, c'est que son chara-design est inconstant, comme seuls les chara-designs de personnages mineurs le sont en général. Là, dans le premier épisode, à la place des yeux, il a... juste pas d'yeux, mais des confettis qui sortent des orbites. Tandis que là, dans l'épisode 16, à la place des yeux, il a un gros trou. Ça veut rien dire. La série souffre d'un certain nombre d'insuffisances techniques. Elle est produite par IDDH et... Bon, vous vous souvenez de notre vidéo sur Michel Strogoff? Draculito, produite 6 ans plus tôt, n'est pas aussi hétérogène sur le plan graphique que Michel Strogoff, mais la société devait déjà mal se porter car il y a de nombreuses erreurs d'animation, de raccord, voire des deux, et même des erreurs de doublage. En venant de rencontrer notre ami Hyperson, il nous a dit qu'il venait juste de sortir de l'école et que notre sortie de scout de ce week-end venait d'être annulée. En tout état de cause, c'est moins choquant dans une série comique comme Draculito que dans une série épique comme Michel Strogoff. Je dirais même que, puisque l'humour se fonde en grande partie sur l'absurdité de ce qui se passe dans le champ de vision du spectateur, les aberrations graphiques renforcent le côté comique. Bien sûr, c'est pas comme si c'était la façon la plus cheap d'être drôle. Qu'est-ce que tu dis, Al ? Moi, rien. De toute façon, tu n'as pas tout à fait tort. On a dit que les gags récurrents se raréfiaient dans les épisodes les plus tardifs, où l'humour se focalise davantage sur l'aspect Little Drac, c'est-à-dire les références à la culture populaire américaine. Mais c'est un humour qui tient difficilement sur la durée. Il fait rire les premières fois parce qu'il y a Schwarzenegger dans l'épisode, les fois suivantes à la rigueur parce que c'est le même Schwarzenegger qui est réutilisé dans un contexte totalement différent, mais passé un certain stade, trop de références tuent la référence et les épisodes deviennent un peu plus faiblards. Dans ce contexte, ceux qui ont la structure la plus décousue, que ce soit volontaire ou non, sont ceux qui continuent de se distinguer et de faire rire. Oui, j'ai dit que j'y reviendrai. Les épisodes de la deuxième moitié de la série sont plus inégaux que ceux de la première, en partie parce que les gags récurrents qui égalisent l'humour des premiers épisodes entre eux sont plus ou moins abandonnés, mais aussi parce qu'il y avait apparemment de sérieux problèmes budgétaires. Il y a 2 épisodes des images recyclées, le 17 et le 24. C'est moins que les motards de l'espace, même au prorata du nombre total d'épisodes. Mais quand on dit épisode des images recyclées, ça veut dire épisode entièrement constitué d'images recyclées. À la rigueur inversée, mais c'est tout. Et ce ne sont pas des épisodes de flashback. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ces épisodes sont vraiment très décousus. Une petite minute, Lastico. Il faut d'abord que je me mouche la tête. C'est incroyable. Regarde le trou que t'as creusé en te mouchant. Oh. Ah, ça ne m'étonne pas de moi, j'ai toujours beaucoup de souffle. Franchement, ils sont vraiment pas honte. Ces épisodes sans queue ni tête, surtout le 17, sont hilarants. En particulier quand on a vu les épisodes dont les images sont reprises. Il faut savoir que certaines images sont en fait issues de scènes des épisodes suivants où elles ont beaucoup plus de sens. On a dit pour les motards de l'espace que la recette prétexte pour faire des flashbacks était préférable à la recette réinventer un scénario de toutes pièces pour faire un épisode des images recyclées. Mais c'est à condition que la série garde une part de sérieux. Draculito Monseigneur n'y tient pas plus que ça. Au contraire, elle veut faire rire sans se prendre la tête, et semble avoir décrété que, quitte à être partie d'un concept délirant et d'un ensemble de gags délirants, autant s'autoriser à faire quelques épisodes sans queue ni tête parce qu'on n'avait plus le budget pour faire beaucoup mieux. Ah, c'est vrai, j'avais pas le portrait de Lastico sur ma planche. Draculito Monseigneur n'a pas tenu sur la durée. Ce n'était d'ailleurs probablement pas son objectif, et peut-être que même si ça l'avait été, elle ne l'aurait pas pu. Le concept de ces gags, quoique drôle sur le moment, ne reste pas forcément aussi drôle pendant 26 épisodes. Mais le fait de ne pas être viable sur la durée n'était pas une raison pour ne pas le faire du tout, car ces gags sont drôles sur le moment. Et le sont de nouveau quand on re-regarde longtemps après. Si tu m'autorises une digression non objective, j'ai adoré retrouver cette série de mon adolescence. C'est une sensation assez nouvelle pour moi, parce que je suis assez peu sensible à la nostalgie d'habitude. En général, quand je revois une série des années après avec un œil adulte, je fais juste le constat de ce qu'elle vaut réellement par rapport à ce que j'avais cru qu'elle valait à l'époque où je regardais. Et soit je suis déçue, soit j'ai la satisfaction de constater que la série est aussi valable que j'en ai eu le sentiment sur le moment. Ici, il s'est passé quelque chose en plus. Ok, j'avais pas réalisé quand j'étais adolescente que la qualité technique était aussi cheap. Mais ce constat ne m'a pas empêché de ressentir le même amusement, les mêmes sensations que dans mes souvenirs, et de ressentir la satisfaction de revivre mon expérience d'autrefois à l'identique. Sans doute parce que la série est si désinvolte que son côté cheap ne pouvait pas l'altérer. Sans doute parce que j'ai au final assez peu changé depuis mon adolescence. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que je constate qu'une série que j'ai aimée autrefois est de moins bonne qualité technique que ce que je croyais, et que je ne ressens pas la moindre once de déception pour autant. Désormais, cette série occupera une place particulière dans mon cœur à l'étage Madeleine de Proust. Même avec le recul d'un second visionnage longtemps après, Little Drac
Avec son mélange improbable de gags visuels absurdes et de références culturelles sur fond de cimetière transylvanien avec des vampires d'âge moyen et des gousses d'ail bodybuildés, c'est très drôle sur le moment. Et c'est pourquoi ça mérite qu'on s'en souvienne. Cette histoire de test est agaçante au maximum, mais je suis convaincue que les choses vont s'améliorer. C'est pas possible d'être aussi lent que ça. Moi, je sais où elle est. Prends ton mal en patience. Je sais, ce n'est pas drôle, mais à ce rythme-là, on est bon pour passer l'après-midi ici. Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Madame Dracula. Et voilà, espèce de paluche orpheline. Qui de nos jours se soucie encore de la justice sur cette terre? C'est fini, personne ne croit plus en vous. Vous voulez me tuer, allez-y, ne vous gênez pas. Et vous ferez comme moi, vous dicterez vos lois et les appliquerez vous-même. Mais je ne suis pas un type désinvolte. Je suis le roi des morts vivants. Veuillez m'excuser de vous déranger, monsieur. Mais le Flash vient de publier une information qui va vous intéresser. Ah, mes lunettes. Cher comte Dracula, en qualité de croqueur du mois, vous êtes cordialement invité à participer à la fête des vampires au château Caligari. Ce soir à minuit, tenue de soirée de mort vivant de rigueur. Très hypocritement vôtre, comte Caligari. Je crois que le monde serait plus vivable sans la compagnie Maximum. Préparez-vous à trembler devant le formidable pouvoir de mon sabre, forgé par le tonnerre et affûté par la foudre. C'est un peu long, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Et qui t'a dit que je savais jouer de l'accordéon? Ça n'est pas pour toi, espèce de sous-métalloïde. Messire Lance de l'eau, toujours prêt à se faire servir des petites dèches dignes d'un roi. Il doit passer au magasin pour des réglages et des pièces de rechange. C'est plus facile de taper sur une vieille femme que sur un homme, n'est-ce pas, Ogaref? Baudelaire me dit que l'on peut toujours utiliser la jeune fille. Ça, c'est vraiment d'enfer comme gadget. La vie est très bon marché ici en Transylvanie. Alors, quand est-ce qu'on commence? Je crois me souvenir que son père a déjà eu ça, lui aussi. Ce n'est ni contagieux ni viral et sans aucune gravité. À mon grand regret, d'ailleurs. Au cours de l'histoire, tous les plus grands dictateurs se sont offerts les services d'artistes pour distraire le peuple et redorer leur image. Attends, il faut que je me nettoie la tête. Je n'y crois pas un instant, cher ami, mais suivez-moi. Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici, Little Drac est un ami. Little Drac, des pouvoirs surnaturels plein les poches, il aurait vraiment de quoi contre les pétoches. Dans la galerie des horreurs, soyez donc ces visiteurs. Imaginez donc ce que peut être la vie d'un adorable petit vampire d'aujourd'hui. De l'aventure, des histoires folles, voitures, laser et rock'n'roll.